Le premier jour où Randy avait vu Mimi, c'était mémorable. Son cœur battait vite. Il n'avait qu'une seule envie, aller le voir et lui parler. Il le fit en tremblant. Et celle-ci aussi accepta le premier rendez-vous. Progressivement, ils apprirent à se connaître et enfin un jour, il lui demanda la main. Elle accepta des cadeaux, échangés, de la musique, une fête et un mariage. Enfin, les deux étaient ensemble. Quelque temps plus tard, boulot, dodo, stress, dispute et enfin, malheureusement, le mot le plus détesté par un couple arriva de la bouche de leur, c'est le mot divorce. Pourquoi est-ce ça? Que s'est-il passé? Nous allons essayer de connaître qu'est-ce qui motive les gens à divorcer. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que peuvent faire les gens pour éviter de divorcer. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je suis souriant avec les fleurs pour dire que nous allons parler de quelque chose qui est intéressant, mais qui est surtout euphorique et qui fait plaisir. Le mariage, c'est quelque chose de fabuleux. Le mariage, c'est quelque chose qui rend heureux, les deux côtés. Mais le divorce rend les gens malheureux. Alors, pour ne pas en arriver là, les hommes ont tout essayé. Malheureusement, malgré les coachs de séduction, les églises qui donnent des conseils, les livres, le divorce ne fait que galoper. Écoutez ceci. Rien qu'aux États-Unis, chaque 13 secondes, un couple se sépare. Ce qui veut dire près de 2 400 000 divorces par année. Et en France, un pays plus petit, 130 000 divorces comme moyenne. Que s'est-il passé pour que des gens qui ont dépensé énergie, sueur et argent arrivent à se séparer? Et il y a même des tristes records. Écoutez ce qui s'est passé un jour à Dubaï. En 2019, un couple sort de la mairie, fraîchement marié. Juste devant la mairie, les deux rebroussent chemin vont divorcer devant le maire. Celui-ci les reçoit médusé. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur venait d'insulter sa femme juste à la sortie du tribunal de mariage. Qu'est-ce qui s'est-il passé? À travers cette anecdote, nous allons d'abord tirer une première leçon. Est-ce que ces deux ont appris à se connaître? Certains diront oui, ils se connaissaient. Mais est-ce qu'ils se connaissaient intimement? Un dicton arabe dit: celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne tiendra pas longtemps. Oui, un homme qui demande à celui qui arrive pour l'épouser: je veux que ma compagne puisse avoir tel critère, 1,50 m. Si ta compagne fait 1,50 m, c'est bien. Mais s'il fait 1,48 m, il aura tendance à compenser les 2 cm par quelque chose de faux. Et qu'est-ce qui peut montrer qu'en fait, il est dans le faux? C'est simplement le temps. Le temps est un facteur qui montre les défauts de toute personne. Donc, si ces deux personnes avaient appris à se connaître en prenant du temps, peut-être qu'ils n'en seraient pas arrivés là. Un autre aspect qui peut aussi nous orienter, c'est l'écrivain Bergson le dit. Ce que vous êtes parle tellement fort que je n'entends même pas ce que vous dites. Ce que vous êtes parle tellement fort que je n'entends même pas ce que vous me dites. Que voulait-il dire par là? Quand une personne veut être épousée ou rentrer dans un foyer, les hommes ont tendance, et les femmes aussi, à cacher leurs défauts. Un homme dirait par exemple que je suis très généreux. Ce qu'il est à l'intérieur de lui montrera ce qu'il ne l'est pas. Comment? Mais en lisant au-delà de l'apparence. Tenez, si monsieur se présente qu'il est très soigneux, mais peut-être une tache sur sa veste, à force de revenir tout le temps avec cette tache, on pourra
facilement détecter qu'il n'est pas si soigneux qu'il le prétend. Ou au contraire, les dents sales peuvent trahir. Ça, ce sont des cas basiques. Mais dans les actes, la femme ou l'homme peut détecter que ce qu'il me dit est en déphasage total avec ce qu'il fait. Alors, il y a 2 faits dont nous avons tiré quelques principes. Nous allons voir encore des principes qui peuvent nous orienter, sans passer pour James Bond, bien entendu, pour essayer de jouer les flics autour de notre compagne. Mais discrètement, on peut voir comment, dans la vie courante au quotidien, notre partenaire se comporte. En organisant parfois des retrouvailles, en bossant ensemble, en se baladant, en coopérant, tous ces aspects finiront par montrer qui est la personne cachée. Et pendant que nous le faisons, nous avons en mémoire 5 tests qui de temps en temps pourront nous orienter. Premièrement, ce sont des textes qui ont été faits par des psys pour nous aider à découvrir parfois la personne cachée. Le premier test, ça peut être le test de service. Le test de service, c'est pour que nous puissions découvrir dans notre couple, est-ce que mon partenaire sera enclin à rendre des services? Parce que la vie est faite de tout cela. Il s'agit de demander à l'improviste des petits services. S'il te plaît, tu peux m'amener ceci. S'il te plaît, fais ceci. S'il te plaît. Si la personne a tendance à rechigner ou à ne rien faire même, cela montre que ce n'est pas une personne qui peut au quotidien être à l'aide des autres. Le deuxième aspect, c'est le test d'argent. Aïe, l'argent. Et oui, malheureusement, l'argent, c'est souvent un problème. Et il ne faut pas faire semblant sur ce test-là, car ça crée beaucoup de conflits. Le test, c'est, on peut se balader, par exemple, prétexter qu'on a besoin d'un petit achat, mais on a oublié son argent et qu'il nous manque ceci. Chaque fois qu'on le fait, est-ce que celui qui est en face de moi aura tendance à céder facilement? Ou ça serait une période d'engueulade où il prétexterait toujours qu'il est fauché. Elle aussi pourrait mettre cela en jeu pour connaître aussi si son homme est généreux. Ça dépend. Voilà. Et le troisième test, c'est le test de la colère. La colère, lorsqu'il survient des disputes. On peut faire quoi? Amener des petits désaccords pour voir la réaction de l'autre. Ça peut être simplement sur le choix d'un film, un restaurant ou un lieu. Et ces désaccords-là, voir si la personne cède ou bien c'est une explosion de colère et tout. Voilà déjà 3 points qui progressivement nous orienteront sur la façon d'avancer avec notre relation. Et il y a un autre test. Celui-ci aussi est très capital. Pourquoi c'est capital? Parce que c'est quelque chose qui nous accompagne jusqu'à la mort. Le test du plus faible. Tous nous sommes appelés un jour à vieillir. Tous nous sommes appelés un jour à devenir malades. Il faut voir comment votre partenaire traite les gens dont il ne gagne rien. Les mendiants, les veuves, les vieilles, les indigents. Il n'a rien à gagner à ces gens-là. S'il les traite sans empathie, ce qui veut dire, une fois que vous serez dans la maison et que vous n'aurez plus rien, peut-être dans le cas de, peut-être il y a des moments où les problèmes font qu'il n'y a plus de contact sexuel, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus ceci, et la personne se sent amoindrie soit par la maladie. C'est ce moment-là que le test du faible peut montrer son importance. Oui. Est-il généreux en face des faibles? Est-ce qu'il a de l'empathie? Et pour finir, le test de la patience. La vie, c'est patienter. Toute la vie, c'est patienter.
On patiente pour naître 9 mois, on patiente pour se marier, on patiente pour manger. Alors, progressivement, il faut poser des petits gestes qui montrent si la personne est enclin à s'énerver dès qu'on arrive en retard. Enclin à s'énerver quand on lui demande de patienter. Oui, ce test est capital. Voilà 5 tests. Ces tests ne sont pas infaillibles, mais au moins peuvent nous orienter sur les points forts et faibles de notre futur partenaire. Sans s'attendre à épouser un homme ou une femme parfaite, parce qu'il faut aussi être réaliste, nous sommes tous imparfaits, on peut continuer à arranger progressivement les aptitudes, les comportements, les défauts pour que un jour ce couple puisse arriver à bon port.